On va se poser une question un peu folle aujourd'hui. Comment est-ce qu'un prodige des échecs, un gamin dont l'histoire a inspiré un film, peut devenir, une fois adulte, champion du monde d'un art martial? On passe quand même d'un duel purement intellectuel à un combat physique, spirituel. Le lien, il ne saute pas aux yeux. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça sonne comme deux vies complètement différentes. Et pourtant, la source qu'on explore aujourd'hui nous montre que c'est non seulement la même vie, mais en fait c'est la même quête. Exactement. On va plonger dans The Art of Learning de Josh Waitzkin. Et ce n'est pas juste une autobiographie, c'est une sorte de manuel de l'excellence. Il a été champion d'échecs américain très jeune, et puis champion du monde de Tai Chi Chuan. Notre mission, c'est de comprendre ce qui relie ces deux mondes. Et cette passerelle, c'est une philosophie de l'apprentissage. L'idée centrale du livre et notre objectif, c'est vraiment d'extraire de son parcours des stratégies universelles pour maîtriser n'importe quoi en fait. La thèse de Wetkin est assez radicale. L'excellence, ce n'est pas une question de talent inné, c'est une approche, c'est une compétence qui s'apprend. Alors là, je dois avouer que ça bouscule un peu mes propres certitudes. J'ai toujours imaginé les grands maîtres d'échecs comme des génies nés, avec des cerveaux câblés différemment. L'idée que tout repose sur une mentalité, ça change la donne. Par où on commence? On commence par la fondation de tout son système. C'est une idée qu'il emprunte à une psychologue, Carol Dweck. On connaît plus ou moins ses travaux sur le growth mindset, la mentalité de croissance. Mais ce que Waitzkin en fait est fascinant. Dweck, elle distingue deux visions du monde. D'un côté, il y a la théorie de l'entité, c'est l'idée qu'on a que l'intelligence est fixe, innée. Ah oui, le fameux «je suis bonne en maths» ou, à l'inverse, «je suis nulle en langue», comme si c'était gravé dans le marbre. Voilà, c'est exactement ça. Et de l'autre côté, il y a la théorie incrémentale, l'idée que la compétence, l'intelligence, ça se cultive. Le langage change complètement. Ce n'est plus «je suis doué», c'est «j'ai réussi parce que j'ai travaillé dur». Et ce qui est puissant, ce sont les conséquences. Pour un théoricien de l'entité, un échec, c'est une catastrophe. Il ne remet pas en question sa méthode, il remet en question son identité. Ça me fait penser à cette étude de Dweck avec les enfants et les problèmes de maths. C'est un exemple tellement... C'est l'illustration parfaite. On donne aux enfants des problèmes faciles, ils réussissent. Puis, des problèmes impossibles. Là, forcément, ils échouent tous. Mais c'est la suite qui est cruciale. Quand on leur redonne des problèmes faciles, les enfants avec une mentalité de croissance les résolvent sans souci. Mais une partie de ceux avec une mentalité d'entité, ceux qui se disent «je suis nul», ils échouent. Même sur les problèmes faciles. L'échec précédent a brisé leur confiance. C'est ce que Dweck appelle l'impuissance apprise. Et Whiteskin a vécu ça directement aux échecs. Son premier coach, Bruce Pandolfini, a fait un choix que je trouve génialement contre-intuitif. Il n'a pas commencé par lui apprendre des ouvertures complexes pour gagner vite. Non, il a fait l'inverse. Il a commencé par les finales. Des positions avec très très peu de pièces sur l'échiquier. Sur le papier, ça a l'air ennuyeux, non? Pas de gloire, pas de maths rapide. Mais en réalité, c'est là que les principes fondamentaux du jeu, la valeur de chaque pièce, le contrôle de l'espace, apparaissent dans leur forme la plus pure. C'est une approche incrémentale. Il ne lui apprenait pas à mémoriser des coups. Il lui apprenait à penser les échecs. Et pendant ce temps, ses rivaux, ils faisaient quoi? Ils apprenaient par cœur des pièges d'ouverture, des séquences toutes faites? Exactement, pour des victoires faciles et rapides. Et au début, ils avaient l'air brillants. Ils gagnaient vite, ils impressionnaient. Mais leur savoir était fragile. Dès qu'un adversaire ne tombait pas dans le piège, dès que la partie sortait de leur schéma, ils étaient complètement perdus. Ils n'avaient pas les fondations. Ils avaient optimisé pour la victoire rapide, mais ils n'avaient jamais vraiment appris à perdre. C'est fou que vous disiez ça, parce que c'est justement le cœur de son deuxième grand principe. Et c'est peut-être le plus difficile à accepter. L'idée qu'il faut activement investir dans la perte. Ah, ça, c'est un concept qui va à l'encontre de toute notre culture de la performance. Investir dans la perte, ça veut dire voir la défaite non pas comme un accident, mais comme la ressource la plus précieuse pour apprendre. Il raconte son premier championnat national, il a 8 ans. Il est sur une lancée incroyable, il se sent invincible. Et puis, dans une partie décisive, il fait une petite erreur, la pression monte et il s'effondre. Complètement. Il perd une partie qu'il n'aurait jamais dû perdre. La dévastation totale, j'imagine. Total. Et c'est la réaction de sa famille qui est la vraie leçon. Au lieu de disséquer l'erreur, de le consoler ou de lui dire c'est pas grave. Ils n'ont pas essayé de le rassurer. Non, ils ont fait un truc radical. Ils ont tout rangé et ils sont partis à la pêche. Pendant des semaines. La thérapie par l'océan,
J'adore. Mais c'est un pari risqué, non? On pourrait croire qu'il l'encourage à fuir. On pourrait, mais c'était tout le contraire. C'était une période de renouvellement. Loin du stress de la compétition, il a pu intégrer une leçon fondamentale. Sa valeur en tant que personne n'était pas liée à sa dernière victoire ou défaite. L'échec, ce n'était pas une fin, c'était juste une information. Cette pause a été cruciale pour reconstruire son amour du jeu et pas juste son besoin de gagner. Et cette idée, il l'a poussé à l'extrême en commençant le tai chi. En tant que débutant, il passait son temps par terre. Il décrit un de ses partenaires, un certain Evan, grand, fort, agressif. Qui prenait un plaisir évident à le dominer, oui. La réaction naturelle, ce serait de l'éviter, bien sûr. Évidemment, Et c'est là qu'on voit l'investissement dans la perte en action. Au lieu de fuir Evan, Watkins le cherchait, délibérément, à chaque entraînement. Il acceptait d'être malmené, projeté, dominé. Mais pourquoi? Quel est le but de se faire brutaliser volontairement? On dirait presque du masochisme. en surface, ça y ressemble. Mais il ne jouait pas le même jeu. Il n'essayait pas de gagner la séance. Il utilisait Evan comme un laboratoire. En acceptant l'impact, encore et encore, son corps a fini par apprendre à l'absorber. Il a cessé de se crisper, de craindre la chute. Il est devenu plus détendu sous la pression. Et j'imagine que dès qu'on est plus détendu, tout change. Tout change. Le jeu d'Evan, qui lui paraissait si rapide, si imprévisible, a commencé à ralentir. Parce qu'il n'était plus submergé par la peur, son cerveau était disponible pour voir les ouvertures, pour anticiper. Il a transformé la pire épreuve en un accélérateur d'apprentissage. Et il a fini par le surpasser, non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il avait appris à perdre. Et Evan, lui, ne savait que gagner. Ça fait le lien directement avec la dimension psychologique de la performance. Comment on gère la pression, la distraction, l'erreur. Wetkin a un concept pour ça, la zone souple ou soft zone. L'idée, c'est un état de concentration totale, mais complètement relaxé. C'est un état paradoxal, oui. L'image qu'on a de la concentration, c'est souvent la crispation, l'effort. Lui, il propose l'inverse. Être souple, c'est être capable d'absorber une perturbation, un bruit, une pensée négative, une erreur d'arbitrage, sans que ça brise la concentration. On l'intègre et on continue. Il raconte une anecdote que je trouve incroyable pour développer ça. Il s'entraînait aux échecs en écoutant de la musique à fond, et parfois même de la musique qu'il détestait. Le but était d'apprendre à trouver la paix intérieure au milieu du chaos. C'est la métaphore clé qu'il utilise. Elle vient d'un vieux proverbe. Pour traverser une route couverte d'épines, on peut essayer de recouvrir toute la route de cuir ou on peut se fabriquer des sandales. Attendre des conditions parfaites pour performer, c'est vouloir couvrir la route de cuir. C'est une solution extérieure, fragile. Se fabriquer des sandales, c'est la solution interne. C'est la zone souple. On s'adapte au monde. On n'attend pas que le monde s'adapte à nous. Et cette capacité est vitale pour éviter ce qu'il appelle la spirale descendante. L'histoire qu'il raconte pour illustrer ça m'a glacé le sang. Il est à New York, il observe une femme avec des écouteurs qui traverse la rue. C'est une scène tragique en plusieurs actes. Premier acte. La première erreur. Elle regarde du mauvais côté. Un cycliste la frôle de justesse. Rien de grave. Elle n'est pas blessée. Mais c'est sa réaction qui est le vrai problème. Au lieu de se ressaisir, de se mettre en sécurité, elle explose de colère. Elle se retourne pour hurler sur le cycliste. Et c'est ça, le moment fatal. La première erreur, c'était le cycliste. La deuxième, et la plus grave, c'est elle qui la commet. Parce qu'en s'accrochant à l'injustice du moment, elle perd complètement le contact avec la réalité de la situation. Elle tourne le dos à la circulation. Elle est dans le passé. Elle rumine son indignation alors que le danger est dans le présent. En faisant ça, elle ne voit pas le taxi qui arrive et qui la percute. C'est ça la spirale descendante. La première erreur est rarement fatale. C'est la réaction émotionnelle, la perte de présence qui enclenche une chaîne de nouvelles erreurs qui mènent au désastre. Que ce soit sur un échiquier, dans une réunion importante ou en traversant la rue, la compétence clé, c'est de savoir casser cette spirale. Accuser le coup de la première erreur, l'absorber et revenir instantanément au présent. C'est le cœur de la résilience. Ne pas s'accrocher à ce qui aurait dû se passer. Accepter la réalité de l'erreur et se reconcentrer sur la prochaine action. Et ça demande d'être dans cette zone souple. D'accord. Donc on a la mentalité de croissance, on utilise l'échec, on se construit une forteresse mentale souple, mais comment on atteint le plus haut niveau technique? Waitzkin a un principe pour ça. Il l'appelle « faire des cercles plus petits ». En gros, la profondeur avant la largeur.
C'est un principe absolument fondamental et qui va tellement à contre-courant de notre époque qui valorise la polyvalence, le multitasking. On veut tout savoir, mais on ne maîtrise rien en profondeur. Ici, une anecdote géniale, tirée du livre Zen et l'art de l'entretien d'une motocyclette. Une étudiante est paralysée, incapable d'écrire une dissertation sur sa ville. C'est trop vaste. Son prof lui donne une consigne absurde en apparence. N'écris pas sur la ville, écris sur la façade de l'opéra et commence par la brique en haut à gauche. Et ça débloque tout. En réduisant le champ à l'extrême, en se concentrant sur un détail minuscule, il la libère de l'angoisse. Sa créativité explose. C'est ça, faire des cercles plus petits. Et appliqué au tai chi, ça donne quoi concrètement? Mais au lieu d'apprendre des dizaines de formes complexes, comme dans beaucoup d'écoles, Weinstein et son maître ont passé des mois sur un seul mouvement, un seul principe de base. Le répéter des milliers de fois, explorer chaque sensation, chaque millimètre de transfert de poids. En creusant ce seul mouvement, il l'a rendu d'une puissance redoutable, presque imperceptible pour ses adversaires. Et on arrive au concept qui me fascine le plus, cette idée de ralentir le temps. Ça sonne comme de la science-fiction, mais son explication est purement neurologique. Il part du chunking. Le chunking, oui, c'est la capacité du cerveau à regrouper des informations en blagues de sens. Un débutant aux échecs voit 32 pièces distinctes. C'est une surcharge cognitive. Un grand maître, lui, ne voit pas les pièces. Il voit des structures, des relations, des schémas, des chunks, quoi. Son cerveau traite l'info de manière beaucoup plus efficace. C'est la même chose pour n'importe quelle compétence, j'imagine. Un musicien lit une partition et voit des phrases musicales. Tout à fait. Et la conséquence de cette maîtrise en profondeur, elle est vertigineuse. Quand ces chunks, un mouvement de tai chi ou une position d'échec, sont si profondément internalisés, ils sont gérés par l'inconscient, de manière automatique. Ça libère d'énormes ressources dans le cerveau conscient. Il donne l'exemple d'une technique de projection en 6 étapes. Pour l'adversaire, c'est un tourbillon, c'est trop rapide. Mais pour Whiteskin, Chacune des 6 étapes est un chunk maîtrisé par son inconscient. Son esprit conscient, du coup, est totalement libre. Et il peut se focaliser sur une seule chose. La micro-réaction de son adversaire à chaque étape. Le moindre déséquilibre, la plus petite tension. Et comme son attention est focalisée sur si peu de variables, il les traite avec une précision extraordinaire. Pour lui, de son point de vue subjectif, le temps semble se dilater, se ralentir. Ce n'est pas un super pouvoir, c'est le résultat ultime de l'apprentissage en profondeur. c'est incroyable. Si on essaye de tout rassembler, on a une sorte de cheminement. Ça commence par une décision philosophique, adopter une mentalité de croissance. C'est la porte d'entrée. Une fois cette porte ouverte, on peut appliquer les principes. La mentalité de croissance nous donne le courage d'investir dans la perte. Le fait d'investir dans la perte nous forge cette zone souple, cette résilience. Et cette résilience, c'est la condition pour pouvoir se concentrer en profondeur et faire des cercles plus petits. Vous voyez comme tout est lié. L'un est la conséquence de l'autre. Ce n'est pas une liste de conseils, c'est un système. Un système qui mène à la maîtrise. À une nuance près, que Watkins souligne à la fin, ce système ne doit pas être une prison. Il faut l'adapter à sa propre personnalité, trouver sa propre voie. Il compare ces deux entraîneurs russes. L'un, Dvoretsky, est un théoricien brillant mais rigide. L'autre, Razouvaev, était plus un psychologue qui cherchait à comprendre le style naturel de Watkins pour le faire s'épanouir. C'est cette seconde approche, celle qui respecte l'individu, qui a été la plus porteuse. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question pour aller plus loin. Le livre insiste beaucoup sur la création de rituels pour se mettre en condition de performance, pour rentrer dans la zone. Il explique qu'il faut créer une routine, puis la condenser encore et encore jusqu'à ce qu'une seule action, comme une simple respiration, puisse déclencher cet état. C'est l'automatisation de l'accès à la zone souple. Exactement. Alors, la question qu'on peut se poser est la suivante. Quelle est l'activité la plus banale de notre quotidien qui nous met déjà dans un état de concentration sereine? Pour certains, c'est faire le café le matin, pour d'autres, c'est lasser ses chaussures. Comment pourrait-on commencer à construire un rituel autour de ce moment anodin pour apprendre à invoquer cet état de calme et de concentration à volonté quand on en a vraiment besoin?